Très bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Médiane TV. Voici notre sommaire, un fruit de saison par excellence, la poire. On vous dit tout dans un petit moment. Au boulot ensuite, à 50 ans, quelles sont les perspectives professionnelles? Eh bien, on tentera d'y répondre. La femme inspirante de cette semaine ne connaît pas de limite professionnelle. Elle a développé une méthode de coaching, elle vient de la traduire en livre. Amal Hihi est avec nous. Et puis pour finir, nous parlerons ménopause et alimentation. Merci à tous d'être avec nous sur Médiane TV dans On se dit tout. Et on va se dire beaucoup de choses ce matin. Bienvenue à vous, à tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous sur Médiane TV. C'est un plaisir pour moi de recevoir cette belle équipe qui fera l'émission avec moi ce matin. Mona Sqli, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, vous êtes DG de Coach to Win, coach certifié spécialisé en coaching des managers et coaching professionnel. Et vous êtes également Silver Coach. Silver Coach, ça veut dire que vous coachez les... Je coach justement les seniors. Et aujourd'hui avec vous, à 50 ans, est-ce qu'il faut s'arrêter avec soi? Est-ce qu'il y a de nouvelles perspectives professionnelles? Comment on peut encore envisager un avenir professionnel à 50 ans? Eh bien, on en parlera avec vous dans un petit moment. Notre femme inspirante de cette semaine est une star dont se dit tout. Vous la connaissez bien évidemment. C'est un très très grand nom du coaching au Maroc, mais à l'international également. Amal Hihi et sa méthode solaire. Merci Amal d'être avec nous. Et si vous êtes aujourd'hui, pas en tant que coach, mais en tant que femme inspirante, c'est parce que vous avez, entre autres, sorti votre livre, Amal Hihi, Oser rayonner avec la méthode solaire. Vous avez traduit cette méthode de coaching que vous avez mise en place en tant que coach en livre pour tout le monde, accessible à tous. Et donc, on en parlera avec vous dans quelques instants. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. Et puis, à vos côtés, eh bien, Madame Maria Benjeloun, spécialiste en nutrition. Merci d'être avec nous, Madame. Merci. Avec vous, nous allons essayer de voir si, grâce à l'alimentation, on peut lutter contre les bouffées de chaleur qui dérangent véritablement les femmes, beaucoup pendant cette période de pré- et ménopause. Donc, merci à toutes et à tous. On va parler d'abord alimentation. Un petit fruit pour démarrer, ça fait toujours du bien. Est-ce que c'est bien de démarrer une journée avec un fruit, Maria? Oui. C'est bien? Oui. Une petite poire? Oui, une poire, on a les fibres, on a les sucres lents, on a les vitamines, on a les minéraux. Eh bien, tout c'est ce qu'il super. faut, et le fruit est bien assimilé. Donc, on est dans la bonne tendance. Ouais. Parfait. Eh bien, on regarde notre poire et notre star ce matin. On regarde. Se fendre la poire, être pris pour une poire, couper la poire en deux, voilà un fruit qui fait partie intégrante de notre vocabulaire. Fruit du poirier, la poire est originaire d'Asie, et plus précisément de Chine. Elle existe depuis plus de 6000 ans sous une variété multiple. La poire se distingue, comme la banane ou l'avocat, par le fait qu'elle ne mûrit pas bien sur l'arbre et qu'elle continue de mûrir après la cueillette. La poire contribue à notre équilibre alimentaire. Elle stoppe vite la sensation de faim et donne de l'énergie immédiatement par le sucre qu'elle contient. Elle participe au bon fonctionnement neuromusculaire et permet également de lutter contre les maux d'estomac. Elle permet également de tonifier les dents et est particulièrement recommandée aux enfants et adolescents. Elles aident aussi à éviter les hauts et les bas d'énergie et d'autres symptômes chez la future maman, tels que les sautes d'humeur provoqués par les changements hormonaux. Enfin, la poire se cuisine facilement et son utilisation convient aux plats sucrés-salés, tartes, crumbles, gâteaux ou encore confitures. C'est un aliment versatile qui se plaît à tout type de cuisine, au four ou poêlé. Une bonne poire est lourde et parfumée et sa peau est sans tache. Elles peuvent se conserver jusqu'à 15 jours à température ambiante. Vous l'avez compris, il vaut mieux ne pas prendre la poire pour une poire. Et je rajouterais même, on n'a pas besoin de couper la poire en deux, mais de la consommer entièrement. C'est bien ça, vous confirmez, Maria? Oui, donc une poire, c'est entière. Poire le matin, entière. Et si c'est une poire bio, la manger avec la peau, parce que là où il y a le maximum de minéraux et de vitamines. Et de fibres aussi? Et des fibres, c'est dans toute la poire. Dans et toute la peau poire aussi, bien sûr. Alors, on va aller au boulot avec vous tout de suite, Mona Sqli. Pour parler du cap de la cinquantaine, parce qu'on parle de beaucoup de caps, la trentaine, la quarantaine, mais on pense rarement à celui de la cinquantaine. Quand on est au travail, est-ce qu'il faut se poser des questions lorsqu'on arrive à 50 ans? Eh bien, on va voir ça tout de suite au boulot.
Mona Sqali, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coach, vous êtes aussi Silver Coach, ça veut dire que vous coachez les seniors. Seniors, c'est à partir de? En fait, c'est à partir de la quarantaine que justement, il y a un vécu dont on a envie en fait de faire quelque chose. Donc 50 ans, c'est senior. On va dire ça. On va dire ça comme ça. On va dire ça. Jeune senior. Jeune senior, absolument. Alors, on va voir aussi le point de vue d'un responsable RH, ce que lui pense de ce palier de la cinquantaine, et on revient pour en discuter avec vous. On regarde. Il y a au moins 3 bonnes raisons pour envisager sa vie par palier. 20, 30, 40, 50. La première raison, c'est que se construire d'abord un projet de vie. Je vous assure que quand on se met un chiffre devant les yeux, on le visualise, on a plus de chances d'y arriver que de ne pas se fixer un chiffre. L'autre objectif qu'on pourrait se fixer, quelles sont les choses qui vont me permettre à moi, dans l'avenir, d'être la meilleure version de moi-même. Par exemple, quel type de conditions de vie, quel type de conditions de travail je souhaite avoir. Dans tout ça, même si on a construit une vision de sa vie et on a construit un projet de vie, on a fixé des objectifs, il est très important de se renouveler de manière continue. J'ai envie de raconter l'histoire d'un cadre d'une entreprise qui est arrivé à l'âge de 50-56 ans et que l'entreprise voulait le remplacer par un cadre un peu plus jeune mais qui portait mieux cette stratégie. Et m'a sollicité, en tant que DRH à l'époque, de donner une idée sur comment on peut gérer cette situation. Et donc j'ai dit comme ça très spontanément, et si on lui offrait une expatriation? Tout le monde a dit c'est inenvisageable, ce n'est absolument pas possible. Et donc il m'a répondu tout de suite quand j'ai abordé le sujet avec le monsieur en question, qu'il était prêt pour une expatriation. Pourquoi ce monsieur a dit oui tout de suite? Parce que c'est très simple, en discutant avec lui plus tard, c'est qu'il se disait, j'étais en train un peu de plafonner, et j'arrive à un moment de ma carrière où j'ai tout fait, et donc une expatriation, aller changer d'air, aller explorer d'autres horizons, va sûrement me faire beaucoup de bien. Du coup, pourquoi je raconte cette anecdote? C'est que ce monsieur, il attendait cette question, sauf qu'il aurait pu attendre toute sa vie. Et il vaut mieux se renouveler et se remettre en question à des moments précis dans sa vie, que d'être mené par des événements qu'on n'a pas choisis. Et permettez-moi le conseil, quand vous avez mon âge, ayez cette capacité à vous renouveler. C'est ça qui vous maintiendra épanoui et probablement heureux. En tout cas, ce qu'on peut retenir de là, c'est que même à 50 ans, on peut envisager une expatriation, donc un changement total de cap de vie. Mais est-ce que pour vous, en tant que spécialiste, en tant que Silver Coach, Mona Sqali, est-ce que c'est important de faire le point à 50 ans sur sa carrière? Bien sûr. D'ailleurs, c'est en fait le but d'un bilan professionnel, c'est de voir en fait dans le vécu. Parce que ce qui est extraordinaire, il ne faut pas l'oublier, à partir de 45 ans, 50 ans, c'est qu'il y a une sérénité extraordinaire et une expérience que nous ne pouvons pas avoir quand on démarre, quel que soit le cursus. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même 2 atouts qui sont essentiels pour démarrer une carrière. Mais comme l'a si bien dit en fait la personne qui est responsable en RH, ce qui est important, c'est de savoir s'adapter, de savoir se renouveler. Parce que vous savez, on est un peu comme les 4 saisons. Autant en été, on est bien, d'accord? Autant on est bien avec soi-même, mais après, bon, c'est l'automne, c'est un peu comme la nature, hein. Vous savez, c'est comme l'arbre, il perd ses feuilles, nous aussi, on n'est pas très à l'aise quand il y a des changements. On est plus vulnérable par rapport à certaines situations. Il faut être vigilant. On se sent plus vulnérable. Voilà, quand on se sent un peu plus vulnérable, il faut déjà, l'essentiel, c'est quand on fait justement un bilan de compétences, c'est de s'asseoir, de voir quels sont nos atouts, quelles sont nos réussites, quelles sont les choses qu'on appelle aujourd'hui expériences, mais qui finalement nous ont aidés à voir les choses différemment. Donc faire le bilan de qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on se projette par rapport justement à ce vécu, par rapport à ses compétences. Mais en même temps, lorsqu'on a 50 ans, on ne se dit pas finalement il me reste 10 ans ou un peu plus pour la retraite et donc est-ce que j'ai encore le temps de me réaliser ou est-ce que dans la tête de la personne, il y a un frein qui se met en place parce qu'on est peut-être vers la fin de sa carrière, lorsqu'on est dans le cadre lorsqu'on n'est pas un travailleur indépendant, mais même aussi parfois, est-ce qu'on se dit à 50 ans, j'ai encore beaucoup de choses à réaliser ou je vais vers la fin, le deuxième versant de ma carrière. Parce que là, vous parlez d'âge, mais là, moi, je parlerais plutôt de personnes. Vous avez pour le même âge 2 personnes qui sont complètement différentes, non seulement en fonction de leur vécu, mais également en fonction de leur capacité à savoir s'adapter et savoir être flexible et surtout être ouvert aux horizons.
Et c'est ça l'avantage en fait du Silver Coach, c'est qu'il va venir avec l'acquis de la personne, venir prévoir un plan de carrière, d'accord? Ce qui est aussi bien, et donc y arriver, voilà, parce qu'on travaille ensemble sur un objectif qui est clair. Ce qui est aussi utile à 50 ans, il ne faut pas oublier qu'il y a de l'épargne, qu'il y a du temps, parce que souvent, bon, avant, il y a eu les enfants, et puis bon, entre-temps, les enfants ont grandi dans la majorité des cas, donc il y a de l'épargne. Parfois, il y a des plans, donc, c'est-à-dire de retraite anticipée qui sont organisés par les entreprises. Tout ça fait qu'il y a un capital où on peut se projeter justement pour lancer une affaire, et c'est pour ça que justement, j'étais donc partenaire avec 2M pour justement l'accompagnement des startups. Voilà, et donc je fais partie de leur club expert dans ce sens-là. Donc c'est important de savoir qu'à 50 ans, l'âge ne fait pas que toutes les personnes sont sur le même pied d'égalité, mais chacun a ses acquis. D'accord ? Et en fonction de ses acquis, il y a une possibilité justement de travailler sur soi, d'accord ? Et prévoir ce qui est vraiment le plus adapté pour faire autre chose. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a quand même une opportunité extraordinaire aujourd'hui de se développer. Donc, il y a le développement personnel, 2, il y a le coaching. Et il ne faut pas aussi oublier qu'il y a les MOOC aujourd'hui, qui sont les massives Open Online Classroom, qui donnent justement une opportunité de pouvoir développer des compétences. Est-ce qu'il y a des choses que l'on voit différemment d'un point de vue dans le monde professionnel après 50 ans, oui, qu'on ne voyait pas avant? Tout à fait, c'est-à-dire à 25 ans, 35 ans, on n'a pas les mêmes objectifs. Vous voyez, autant à 25 ans, on a envie d'avoir un salaire qui est meilleur. À 35 ans, on a besoin d'être reconnu, et c'est là, quand il y a une frustration, on lance son affaire, ou alors on change d'entreprise. Et surtout, quand on a justement aussi un conjoint qui financièrement peut assumer. Mais à 50 ans, on est autonome, parce qu'en général, on a un capital. On est autonome, mais en même temps, on a des enfants qui font des études. Ah oui, bien sûr. On a plus de dépenses aussi, plus de charges. Ça dépend, mais justement, comment c'est organisé à 25 ans, 35 ans. C'est pour ça qu'à 50 ans... Est-ce qu'on se dit, est-ce que je peux encore prendre des risques ou finalement le capital que j'ai amassé devrait plutôt me servir à assurer ce que j'ai, plutôt que de le dépenser et me lancer dans une affaire qui risque de ne pas prendre. Ah oui, c'est clair. Il faut d'abord optimiser nos compétences. Est-ce que déjà faire un vrai business plan avec le coach et déterminer est-ce que ce plan est viable. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire un bilan professionnel et compléter aussi par un bilan de compétences. Et à partir de là, faire une formation, mais vraiment avoir un plan clair pour savoir où on va. Alors, Marie-Ève Jullon, dans la médecine, le cap de la cinquantaine, est-ce qu'il se pose ou pas? Vous pensez que c'est plus une histoire d'entreprise? Non, c'est plus une histoire de prise. De toute façon, en médecine ou dans toutes les branches scientifiques, plus on avance et plus on évolue et plus on apprend et mieux on apprend. Et plus on a d'expérience. Voilà, on a d'expérience. Et puis, personnellement, je pense qu'à 50 ans, on est encore jeune, on peut beaucoup apprendre. On est encore très très jeune à 50 ans. Je pense, Amel, vous pensez quoi de ce sujet, le cap de la cinquantaine? Je peux que confirmer parce que je viens de fêter mes 50 ans. Donc, le sujet me parle, mais vraiment pour partager mon point de vue, pour moi, dans ma tête en tout cas, ce sont que des chiffres. Voilà. Je pense que c'est aussi une question de personnes et comme vous l'avez si bien dit, et de comment on se projette, comment on se remet en question. Donc, le plus important... Est-ce qu'on peut rêver de la même manière à 50 ans, oui, professionnellement? Moi, je dis oui. On peut avoir les mêmes rêves professionnels? Oui, je peux dire que même encore rêver encore plus et encore mieux. Et mieux, oui. Parce qu'effectivement, le plus important, c'est pas de vieillir, mais de grandir. Et on peut grandir à tout âge et on peut se remettre en question à tout âge. Et je dirais même à 50 ans, on a fait un bon chemin de vie. Et on s'est débarrassé, on a fait un petit peu sauter les verrous et tout ce qui pouvait un peu nous freiner si on a fait déjà ce chemin de travail sur soi par rapport à rêver encore plus et encore mieux. Donc pour moi, c'est un bel âge, comme tous les autres âges. Parfait. Alors, on y va pour les questions des téléspectateurs. On a une première question qui nous dit, alors on y va, on regarde. Est-ce raisonnable de changer de carrière à 50 ans? Est-ce qu'on peut faire un changement professionnel complètement à 50 ans? Ça arrive souvent, en fait. C'est qu'il y a des cycles de vie. Voilà. 50 ans, c'est en fait une étape importante.
une étape importante hormonalement parlant, mais également en termes de structure d'entreprise où on est. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. Je veux dire, quand il y a une évolution de carrière, c'est extraordinaire, c'est bien parce que, bon, voilà, il y a une reconnaissance, mais quelque part, quand on fait toujours la même chose, arriver à se poser, se dire, bon, ben, finalement, s'il y a cette frustration, s'il n'y a pas cette reconnaissance, bon, ben, finalement, prendre la décision de travailler sur soi, d'être acteur de sa vie, et puis faire une formation en parallèle pour vraiment se projeter vers quelque chose de concret, mais qui nourrit des besoins personnels. Mais c'est souvent une reconversion professionnelle, on va dire, avec le lancement d'une affaire personnelle. Parce que est-ce qu'on peut se faire facilement recruter à 50 ans? Bah, écoutez, il y a énormément de choses à faire juste pour partager cette extraordinaire expérience et puis cette sérénité qu'on a à 50 ans, qu'on n'a pas avant. Je veux dire, déjà faire du bénévolat, c'est énorme. Il y a quand même cette patience qu'on acquiert. Il y a aussi une possibilité non seulement de monter sa propre affaire. Sa boîte, par exemple, est-ce qu'on peut se faire recruter à 50 ans? Est-ce qu'il y a des recrutements de seniors? Bah, c'est justement, qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche un senior? On cherche d'abord des capacités, une expertise, un savoir-être. Bon, on dit souvent qu'on doit les payer très cher et donc ça rend les recruteurs un peu plus frileux. Bah, frileux, c'est d'abord justement, il faut se faire accompagner dans ce sens pour vraiment mettre en valeur ce qu'on est. Et c'est pour ça que quand il y a une prise de conscience de ce qu'on est, de nos capacités, c'est révélé à travers le bilan professionnel quand on le fait. Alors, une autre question, on y va pour la deuxième question? On reprend. Dois-je considérer mon âge de 53 ans comme un atout ou un handicap en entreprise? Eh bien, en entreprise, déjà, c'est comment c'est perçu par la personne elle-même, mais également l'entourage, comment, disons, c'est vécu aussi par l'entourage au sein de l'entreprise. Donc, à un moment, il faut prendre du recul et sortir un peu de ce, comment dire, de ce cliché où on est considéré comme dépassé. Voilà, comme dépassé. Mais comment si c'est la politique de la boîte, par exemple, si le manager parle souvent de sang neuf, injecter du sang neuf, les nouvelles idées, le renouvellement, etc. Bah, heureusement qu'il y a des nouvelles idées. Mais est-ce qu'on peut se sentir dépassé à 50 ans? Bah, justement, l'important, c'est de changer déjà de regard vis-à-vis de soi. Parce que c'est la posture qu'on a personnellement qui fait que ça influe sur la perception extérieure. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter justement à aller vers l'intelligence artificielle. Et au contraire, il y a le carrefour du manager qui vient de se passer à l'ISCAE récemment. Et donc, il y a un responsable de Vivo Énergie qui parlait d'une chose capitale. Lui, en fait, sa vision, c'est de donner justement la parole aux seniors par rapport à quoi? Par rapport à une utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser leur expertise, leur expérience et en faire une base de données essentielle qui fera office comme de jurisprudence par rapport à des cas, par exemple des situations qui se sont passées auparavant, mais de centraliser un peu tout ce vécu, vous voyez, allier modernité, ou on va dire actualité et compétences des seniors. Voilà, mais ça passe aussi par une dynamique personnelle. Bien sûr. D'aller vers la nouveauté et se remettre en question. On ne peut que gagner à sortir de sa zone de confort. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Mona Sqali, DG de Coach to Win et entre autres Silver Coach. Vous êtes également coach certifié spécialisé en coaching des managers. On reste ensemble, on va marquer une courte pause et on revient pour la deuxième partie. On va parler de soleil avec Amal Hihi. On va parler de ménopause et d'alimentation avec Mariam Jiloun. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV, de choisir On se dit tout pour vous accompagner. Je suis avec une belle équipe de femmes pour parler de différents sujets. Nous avons parlé du cap de la cinquantaine, des femmes et des experts, des spécialistes aussi. Le cap de la cinquantaine, un cap important de remise en question, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. On en a parlé avec vous, Mona Sqali. On va parler d'alimentation et de ménopause avec Mariam Jiloun. Et puis pour l'heure, place à notre femme inspirante de cette semaine. Amal Hihi, c'est vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Toujours un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. On vous connaît beaucoup en tant qu'experte. Vous participez souvent à On se dit tout. Vous êtes une conférencière, une coach internationale reconnue mondialement. Et puis, d'ailleurs, ça me rappelle une discussion qu'on avait eue lors d'un précédent épisode, le dernier épisode de la dernière saison. Exactement. Avant les vacances. Avant les vacances d'été, c'était en juin dernier. Et vous aviez évoqué justement ce projet sur lequel vous étiez en train de travailler, à savoir ce livre. Tout à fait. Ce livre a vu le jour il y a quelques semaines. C'est Oser rayonner avec la méthode solaire,
Amal Hihi. Et justement, c'est votre méthode que vous avez mis en place il y a quelques années, que vous avez décidé de traduire noir sur blanc. Comme on le voit, c'est vraiment noir sur blanc. Hein. Ouais. Alors, nos équipes sont venues vous rencontrer chez vous. Vous avez échangé. On va mieux connaître ce volet-là, ce côté-là de Amal. Et on revient ici pour en discuter. On regarde. Amal Hihi, je suis une femme très dynamique et qui adore les challenges et les défis. J'ai travaillé pendant 20 ans en entreprise, dans des postes de responsabilité diverses. C'est mon dernier poste. J'étais directrice business unit d'une filiale d'un grand groupe marocain. Je suis coach international. Je suis coach PCC, c'est-à-dire Professional Coach Certified, par l'International Coach Federation. Cette certification en coaching m'a permis d'accompagner les personnes dans tout simplement leur posture managériale ou leur volonté de s'améliorer ou d'améliorer leur comportement aux organisations qui n'arrêtent pas de devenir de plus en plus complexes. Les gens souvent me posaient la même question. On est parfois conscient des axes d'amélioration, mais on ne sait pas trop comment nous améliorer. On ne sait pas trop par quoi on commence, quelle est la deuxième étape, quelle est la troisième étape. Cette réflexion que j'ai menée, j'ai structuré une méthode en 7 étapes. C'est un acronyme, elle s'appelle la méthode solaire. Et au fait, chaque lettre correspond à une étape pour pouvoir définir son objectif et surtout avancer dans le chemin pour l'atteindre. La méthode solaire, je l'ai essentiellement animée en séminaire et permettre aux gens de progresser. Et effectivement, les retours et les feedbacks des participants ont été très positifs. À partir de là, que je me suis dit que ça serait intéressant de rendre cette méthode plus accessible au grand public. Et ça a été le déclencheur de la réflexion du livre. Donc c'est un livre qui m'a pris quand même beaucoup de temps, que j'ai écrit en 3 ans. Le livre s'appelle « Oser rayonner avec la méthode solaire ». Pourquoi oser rayonner? Parce que souvent, les gens se limitent eux-mêmes et que n'ont pas forcément cette audace de se fixer des objectifs ambitieux et de croire en leur potentiel de pouvoir le réaliser. Oser, c'est se perdre momentanément, et ne pas oser, c'est se perdre pour toujours. Eh bien, en tout cas, heureusement qu'on vous a avec nous. Vous êtes perdu momentanément, on vous a retrouvé. Vous êtes là avec nous. Je suis là. Merci beaucoup, Amal Hihi, d'être avec nous. Alors, c'est un livre, justement, qui est resté en gestation pendant 3 ans, vous l'avez dit, et il est enfin sorti. Vous avez accouché de cette méthode solaire que vous animiez en séminaire pendant très longtemps. Mais cela dit, vous restez l'une des rares, si ce n'est la seule coach marocaine à avoir développé votre méthode de coaching. Alors, je ne pourrais pas le confirmer parce que je ne sais pas ce qui est fait par les autres coachs. Peut-être qu'il y a d'autres coachs qui ont développé d'autres méthodes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est la seule méthode qui a été écrite en livre. Ça, je peux le confirmer. Donc, l'idée, c'était vraiment de le partager et de rendre cette méthode accessible au public. Donc, comme je disais, c'est très important pour moi. Ça donnait du sens à ce que je fais. Pour moi, le sens est très important et je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Et puis, ce partage-là fait partie, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait avancer et c'est ce qui me passionne dans mon métier. Alors, en même temps, qu'est-ce qui vous a poussé à développer votre propre méthode de coaching? Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Le coaching se base sur beaucoup d'outils. Et donc, ces outils sont enseignés, sont véhiculés, sont communiqués pendant les formations et sont ensuite utilisés par les coachs. Vous avez choisi de développer votre propre outil. Pourquoi? Alors, ce qui est sûr, je n'ai pas réinventé la roue. Ce qui est sûr, c'est que je suis partie de ce que j'avais déjà acquis comme apprentissage de la part de mes formateurs, de mes mentors, de mes superviseurs, de ce qui se fait de toutes les façons. Et l'idée, c'était surtout de structurer la démarche. Donc, à travers les différents outils que j'ai pu expérimenter, ça fait maintenant 9 ans que je me suis installée en tant que coach et que j'accompagne d'une manière assez permanente énormément de personnes. Et c'est ce qui m'a inspirée. Au fait, ce sont les personnes que j'accompagne qui m'ont finalement inspirée. Et l'idée, c'était essentiellement de reprendre tous ces outils-là et de les mettre dans un truc structuré et de donner ça au public pour pouvoir aller de l'avant. Ça ne vient pas remplacer un coaching, il faut absolument le dire. Oui. Un coaching, c'est un accompagnement par une personne experte avec un regard extérieur qui va vous challenger, qui va vous amener justement à aller au-delà de vos difficultés, de vos contraintes et de vos freins. Ça ne vient pas remplacer un vrai coaching, ça vient
en complément parce qu'à un certain moment, de toutes les façons, le coaching va prendre fin et on est confronté à notre quotidien. C'est ça. Et aujourd'hui, l'environnement dans lequel on vit, et je pense que tout le monde le sait, devient de plus en plus complexe et évolue d'une manière de plus en plus rapide. Et donc, ça a été dit lors de cette émission, qu'on est inscrit de toutes les façons dans une démarche de changement, on est inscrit de toutes les façons dans une remise en question permanente, et que si aujourd'hui on ne suit pas le cours des choses, et ben on risque d'être complètement à côté de ce développement-là. Par rapport à ça, justement, vous dites qu'on est inscrit dans une démarche de changement, de remise en question. Est-ce que c'est propre à ce 21e siècle, à cette prise de conscience de l'importance du développement personnel, oui. au fait qu'il y ait pas mal de médias qui en parlent, notamment une émission comme On se dit tout, qui pousse à la réflexion personnelle, individuelle. C'était pas courant avant. Avant, par exemple, si on reprend l'exemple du sujet que l'on traitait tout à l'heure, quand on démarrait dans une entreprise, eh bien, on pouvait faire toute sa carrière et sortir le dernier jour, le jour de sa retraite. Il n'y avait pas ce besoin de renouvellement. Est-ce que c'est propre aujourd'hui à notre environnement? Oui, c'est propre à notre environnement qui va devenir de plus en plus complexe, il faut le dire. Parce qu'avec l'avènement de la nouvelle technologie, avec une nouvelle génération qui arrive sur le marché, qui a grandi avec la nouvelle technologie, qui a grandi avec la rapidité de l'information, la rapidité de traitement des choses, donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ça se complexifie aussi bien au sein des organisations qu'en dehors des organisations. Notre vie n'est plus la même. Et on a l'impression qu'on ne dispose pas du même temps. Et puis aujourd'hui... Que le temps va très vite. Va très vite. Et les gens ont pris conscience qu'on n'est pas condamné à avoir la même carrière depuis le jour où on démarre jusqu'au dernier jour. Alors ce livre, justement, Amel, Oser rayonner avec la méthode solaire, est-ce que ça s'applique au développement professionnel uniquement ou ça concerne même le domaine personnel ? Alors justement, c'est sur cette version-là que j'ai partagée avec le public. C'est un livre qui peut être utilisé pour tous les domaines de vie. D'ailleurs, le point de départ, la situation initiale, c'est une auto-évaluation des différents domaines de vie, personnel, familial, professionnel, spirituel et autres. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque lecteur va devoir définir son axe prioritaire sur lequel il a envie de travailler. Donc, ça peut être effectivement un contexte personnel, familial, et à partir de là, le décliner en vrai projet de développement professionnel. Et chaque étape, il y a un outil qui va l'aider à réfléchir, à la réflexion et surtout à la prise de conscience. Donc, c'est un livre qui est déclencheur de prise de conscience et qui va amener la personne surtout je dirais, surtout avoir envie d'aller encore plus loin et surtout de détecter sa propre vision d'elle-même et le projet sur lequel elle a envie de travailler à l'instant où elle lit le livre. Alors, mesdames, vous voulez poser une question à notre femme inspirante ? Elle est très, très inspirante et justement, vous voyez, remettre en question, par exemple, votre vécu, Maria, je facilite les choses à travers une méthode structurée. Voilà, on se recherche et je pense que ces belles dames font du beau travail. Elles nous aident à nous retrouver. Mouna ? En fait, je voulais aussi insister sur un point, c'est la compétitivité à travers le monde. Aujourd'hui, on travaille différemment et beaucoup de personnes travaillent à partir de chez elles. Il y a le télétravail qui fait qu'aujourd'hui, la notion de travail elle-même a changé. Et c'est pour ça que ce changement, on est obligé d'y aller, quoi. Exact. Et par rapport à, justement, vous pensez sortir un livre prochainement ? Oui. Oui, je vous titille un peu comme ça. Oui. Comme ça, on vous fait revenir. Oui, pas dans l'immédiat. J'ai j'ai beaucoup de projets dans le moyen terme, mais effectivement, c'est un de mes projets. Mais justement, ça ouvre des perspectives de voir une autre coach qui s'est lancée dans ça, parce qu'on voit beaucoup de coachs à l'international, occidentaux, américains, etc., qui sortent beaucoup de livres, mais coach marocaine, c'est une première. Oui, ça fait effectivement. Ça vous inspire ? De toute façon, déjà, c'est une très grande fierté d'avoir affaire à des professionnels marocains qui font un excellent travail, quel que soit leur domaine d'activité. Absolument. Ça, c'est sûr. Lalla Amel, nous avons des questions pour vous. Oui, on y va pour la première question. D'où est venue votre idée de coaching solaire ?
Comme je l'ai dit, je pense que le déclic du coaching à la base a été bien sûr, au départ on le fait pour soi, c'est souvent le cas. Je pense qu'on n'arrive pas dans ce métier par hasard, on arrive dans ce métier suite à des difficultés personnelles, à une remise en question personnelle. Et donc clairement au départ c'était juste du coaching professionnel pur et dur. Et puis la méthode solaire est venue s'imposer d'elle-même. Donc la réflexion de structurer cette démarche avec un joli nom qui donne envie et surtout structuré, c'est comme ça que la méthode solaire est venue, est apparue, je dirais, d'une manière presque... elle s'est imposée d'elle-même et voilà. Et on a une autre question. Alors, peut-on coacher uniquement grâce à un livre? Peut-on être coaché, uniquement grâce à un livre? Pas du tout. Pas du tout. Je le dis, je le répète d'ailleurs. Ce n'est ni une recette, ni ça vient remplacer un vrai accompagnement. C'est justement juste te mettre à disposition de toute personne qui veut s'inscrire dans un développement personnel ou en tout cas qui se cherche ou qui peut s'intéresser à ce domaine-là, de déclencher d'abord une prise de recul nécessaire par rapport aux différents domaines de vie, de voir un petit peu qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a du questionnement, il y a des outils très très simples que je simplifie au maximum pour le lecteur, justement, et suite à ça, la personne va avoir envie de s'inscrire dans une vraie démarche d'accompagnement de coaching par des professionnels. C'est une mise en bouche. C'est une mise en bouche. C'est une mise en bouche. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le livre, il y a une histoire. Ce n'est pas que des outils. Ce qui est intéressant, c'est que... C'est pas un roman. C'est pas un roman du tout. Non. Mais l'idée, c'était, une fois que j'ai partagé justement les outils, je me suis dit, quand même, ce serait intéressant de ramener l'histoire. L'histoire est venue par la suite. Et quand j'avais pratiquement bouclé le livre, et je me suis dit, ce livre a besoin d'être plus humain et avoir donné plus de vie. Et donc, pour pouvoir lui donner plus de vie, j'ai intégré Shems. Donc, Shems, c'est le personnage du livre, qui est une femme aussi, et qui est une femme à la croisée des chemins, qui se pose des questions par rapport à son projet professionnel et qui est accompagnée par la coach avec la méthode solaire pour clarifier son projet et pour y travailler et pour aller jusqu'au bout. Donc, on va voyager avec elle tout au long du livre, avec Shems. On va suivre un petit peu les étapes avec elle pour voir jusqu'où elle va aller et quels sont les résultats qu'elle va avoir. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a un joli atterrissage à la fin du livre que je laisserai le lecteur découvrir. Je vais peut-être lire le dernier mot parce que c'est toujours... il y a toujours... Alors, je vais prendre le dernier mot. Shems, promis. 3 points de suspension. Oui. Promis. Alors, je sais comment tu peux me remercier en me dédicaçant le premier livre du tirage. Shems répond promis. Oui. Shems, c'est pas Amel. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, les retours que j'ai eus des différents lecteurs m'ont vraiment fait chaud au cœur parce que les gens me disent on prend le livre et on a envie de savoir ce qu'arrive à Shems. Et on va jusqu'au bout et après on revient sur les exercices pour les faire soi-même. Donc chacun le lit à sa façon, à sa manière et chacun va se l'approprier. Ce que je dis, c'est que chacun doit trouver sa propre recette. Il n'y a pas de recette pour moi, en tout cas. Il n'y a pas une recette de réussite, il n'y a pas une recette de bonheur, il n'y a pas une recette. C'est un domaine où on ne peut pas donner de recette. C'est un domaine où chacun doit se connecter à ses propres, à lui-même, je dirais, et puis savoir ce qui est important pour lui et trouver son chemin qui ne sera pas forcément facile, parce qu'il n'y a pas de chemin facile, mais qui sera amené à grandir tout au long de ce chemin-là. En tout cas, Amal Hihi, vous avez ramené du soleil dans le coaching. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. Osez rayonner avec la méthode solaire de Amal Hihi. Le livre est disponible aux éditions Actuelles. Merci. Oui, et dans toutes les librairies du Maroc, parce que la distribution a démarré à partir d'hier. Merci beaucoup. Si vous parlez de soleil, je m'appelle Srali. Oui, scintillante. Voilà. Absolument. Merci de le préciser. Ben oui. Alors, on reste ensemble sur Média TV, ensemble dans On se dit tout. On va parler de quoi? On va parler d'alimentation. Tout de suite avec vous, Madaya Benjeloun.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous. Beaucoup de soleil, beaucoup de scintillements, des paillettes, des stress. Mais que du vrai, hein. Il n'y a pas de faux chez nous, il n'y a que du pur. Merci beaucoup d'être avec nous, Maria Benjeloun. Vous êtes spécialiste en nutrition. Et avec vous, ce sujet sur la prise en charge des bouffées de chaleur par l'alimentation. Est-ce que l'alimentation, nos choix, vont influencer positivement ou négativement sur ces bouffées de chaleur. Mais d'abord, on va voir une interview réalisée par nos équipes avec un gynécologue pour mettre les choses dans leur contexte. C'est quoi ces bouffées de chaleur liées à la ménopause, etc. Donc on regarde. Les bouffées de chaleur sont dues à un bouleversement au niveau de la carence des œstrogènes. Ces œstrogènes vont agir au niveau de l'homéostasie de la température chez la femme. Les chaleurs sont des sensations de chaleur qui remontent dans tout le corps de bas vers le haut jusqu'au niveau du visage. Leur durée de quelques secondes à minutes. Ils sont très variables dans leur fréquence. Ils peuvent survenir une dizaine, voire une quinzaine de fois dans la journée, parfois jusqu'à 1 à 2 fois par semaine. Concernant le traitement des bouffées de chaleur, le traitement essentiel, c'est le traitement hormonal substitutif. Les alternatives au traitement médical sont l'hypnose, l'acupuncture, les relaxations. À côté de tout cela, il faudrait qu'il y ait une activité physique très importante qui préservera et le cœur et l'os, et une alimentation équilibrée. Si les femmes arrivent à équilibrer leur alimentation, c'est très bien. Sinon, il est préférable de se faire suivre par un diététicien. Donc voilà, le gynécologue le recommande, l'alimentation, le rôle de l'alimentation est important, au point justement de devoir parfois se faire accompagner par un spécialiste en nutrition. Est-ce que ça vous arrive d'accompagner des femmes, Maria Benjeloun? Oui, ça arrive parce que surtout il faut éviter la prise de poids, hein, on le sait, à partir de la ménopause. Alors ces bouffées de chaleur arrivent surtout la première année après la ménopause. Ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y a certaines femmes qui peuvent ressentir ce désagrément, ces bouffées de chaleur, jusqu'à 4-5 ans et parfois même plus. On a 2 personnes sur 3 qui l'ont pendant 1 année, mais il y a des personnes qui peuvent l'avoir assez longtemps. C'est très désagréable. Alors, est-ce que ça commence en préménopause ou ça signe la ménopause? En péri, avant. Avant, on a certains symptômes. Alors, c'est très simple, c'est un chamboulement physiologique et chimique. Donc, cette diminution d'œstrogènes, les œstrogènes sont les hormones sexuelles, les hormones sexuelles qui se trouvent dans les ovaires. Alors, elle diminue, elle chamboule. Ce chamboulement arrive au thalamus et à l'hypothalamus, qui est le centre de la température du corps. Et puis, cet organe réagit, et réagit comment? En essayant d'équilibrer et de maintenir. Alors, c'est quoi le rapport avec l'alimentation, puisque c'est une histoire d'hormones? C'est une histoire d'hormones, mais il y a une alimentation qui peut nous aider. Alors, la première chose, il ne faut pas prendre de poids, parce que quand on prend du poids, on a des graisses adipeuses et qui se trouvent surtout sur la partie abdominale, donc ça peut freiner toutes sortes de systèmes internes du corps, donc ça peut bloquer ces phases-là et on peut avoir cette remontée de chaleur. Les gens qui prennent de l'alcool, il nous fait monter, il nous donne des palpitations, tout ce qui est excitant, parce que c'est un fonctionnement vasomoteur. Donc, prendre beaucoup d'excitants aussi peut nous faire monter. Thé, café aussi? Thé, café, oui, et même les sucres rapides, une montée rapide du sucre peut provoquer ces bouffées de chaleur. On ne peut pas dire qu'il y a une alimentation spéciale, mais on peut les éviter un petit peu. Mais quand on parle d'épices, par exemple, on dit qu'une alimentation épices épicée... aussi, oui? Les épices, elles jouent un rôle Est-ce qu'il faut les enlever? Il faut manger moins épicé? Manger moins épicé, et je vais vous étonner, même les boissons chaudes, il faut les éviter. Et par contre, quand on a ces bouffées de chaleur, on peut prendre une boisson froide qui ne va pas atténuer ou diminuer, mais elle va nous donner cette sensation de fraîcheur. Il y a même la façon de s'habiller. Il ne faut pas porter des aliments qui sont trop près du corps. Des vêtements. Des vêtements, pardon. Je suis la déformation professionnelle, je suis désolée. Donc, des vêtements qui sont trop près du corps. Et il y a toujours une alimentation équilibrée. Il faut
manger énormément du crucifère. Les crucifères, c'est quoi? C'est tout ce qui est vert, c'est les brocolis, c'est les blettes, c'est les choux, les chevaux. C'est la saison en plus. Et puis il y a des nutriments qui viennent régler un petit peu ces hormones. Donc tout ce qui est vert est bon, en fait, ça permet de rééquilibrer un petit peu le bon gras aussi. Mais si vous me permettez... les oméga 3 aussi, qu'on trouve dans l'avocat, dans les poissons gras. Oui, pardon. Si vous me permettez, justement, vous dites il ne faut pas que la femme prenne de poids. Mais malheureusement, la ménopause, parfois, impose une prise de poids. C'est-à-dire que l'organisme est au ralenti. Et donc, même en mangeant de la même manière qu'avant, oui, il y a du surplus qui s'installe. Oui, en principe, c'est entre 2 à 3 kilos qu'on devrait prendre. Pas plus. Pas plus. En principe, ce sont donc si on a la même alimentation, c'est que 2-3 kilos. 2-3 kilos. Il faut diminuer notre alimentation, je vais parler chiffres de 200 kilocalories à peu près, mais il y a des femmes ménopausées qui prennent énormément de poids. Et ça, Et ça aurait pu être évité? Ça aurait pu être évité déjà en ayant, je répète, une alimentation équilibrée, donc riche en fibres, riche en protéines. Parce que bon, les protéines sont là pour aider nos muscles à rester en place. Et il faut faire du sport. Il faut vraiment faire du sport et boire énormément. Parce que bon, pendant la ménopause aussi, on voit que notre peau commence à être déshydratée. Tout ça, ce sont des phénomènes physiologiques. Donc, il faut aussi hydrater le corps. Mais on entend aussi, on dit souvent, les spécialistes le disent, qu'en période de ménopause, la femme a des besoins particuliers, des besoins spécifiques, besoin de plus de calcium, besoin de plus d'oméga. Donc, elle a besoin, on a l'impression de se nourrir plus. Est-ce que c'est plus ou c'est mieux? Non, on se nourrit mieux. C'est-à-dire on évite, on en a déjà parlé, de produits sucrés, tout ce qui est raffiné, tous les produits raffinés sont à éliminer, exceptionnellement, mais sont à éliminer. Il faut manger de bonnes graisses, manger de bonnes protéines, essayer de rester dans la mesure du possible dans le bio, manger beaucoup de fruits. Et le soja dans tout ça? Alors le soja, il y a on dit que ça équilibre les hormones, est-ce que c'est vrai? Oui, parce qu'on trouve dans le soja des hormones naturelles, d'oestrogènes. Et dernièrement, des études ont été faites, parce que le soja avait une mauvaise réputation, comme quoi il était cause de fertilité. Alors non, les études ont été faites, il ne faut pas exagérer. Dans tout ce qui est aliment, on l'a toujours dit, nous nutritionnistes, mais on peut le prendre. Le soja est une protéine végétale qui contient tous les acides aminés. Donc une personne qui prend du soja, en plus, elle est... C'est pas cancérigène? Non, écoutez, cancérigène... On ne sait pas si les aliments sont vraiment cancérigènes, parce que sinon, on aurait traité le cancer et plus personne. Parce que j'entends souvent des gens dire qu'il faut manger cet aliment est anti-cancer. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut respecter les méthodes de cuisson, manger les fruits et légumes de saison, éviter tout ce qui est OGM, éviter tout ce qui est raffiné, tout ce qui est enrichi en exhausteur de goût. Et là, je pense qu'on pourrait un petit peu éviter ce désagrément, parce que c'est vraiment désagréable, surtout la nuit. Et puis, bizarrement, ces bouffées de chaleur arrivent surtout la nuit, avec des sueurs et des tachycardies, des fois même qui réveillent la personne en sursaut. Alors, vous voulez poser des questions, mesdames? Une question particulière à madame Geloun? Oui, par rapport en fait au goût, on peut aussi compenser par des herbes éventuellement, comme du persil. Oui, bien sûr. Alors, il faut manger une alimentation riche en oméga 3 et en vitamine D et en calcium. Il faut de la vitamine D pour fixer ce calcium et la vitamine C, donc en prenant des herbes aussi, on peut... Alors, je répète, les boissons doivent être tièdes, pas chaudes, parce que même la chaleur, elle nous donne ce phénomène de vasodilatateur et puis on sent ces bouffées de chaleur qui ne durent parfois que quelques secondes, mais c'est vraiment désagréable. Et ça impacte aussi sur le moral, que justement, quand on parle de silver coaching, il y a des femmes qui viennent et qui sont vraiment très, très gênées au quotidien dans leur activité professionnelle à cause de leur ménopause. En fait. Mais ce n'est pas une maladie. C'est une continuité c'est ce qu'il faut répéter aussi. Il faut le répéter souvent. Et chaque personne est différente. Il y a des personnes qui ne l'ont. Alors, mais 2 personnes sur 3 ont ce problème. Donc, on ne peut pas remédier à 100% ces bouffées de chaleur, mais on peut les atténuer par l'alimentation. Est-ce qu'on peut les prévenir?
Non. Quand vous dites 2 personnes sur 3 en ont, donc est-ce que c'est un terrain familial? C'est un terrain familial, parce qu'on a fait des études, c'est un terrain familial. Mais par exemple, si autour de nous, on sait que notre mère, nos tantes ont souffert de ces bouffées de chaleur, est-ce qu'on peut anticiper ça? Seul le médecin traitant peut le faire, surtout le gynécologue qui peut donner des traitements Traitement, mais par l'alimentation, on ne peut pas anticiper. Pas vraiment. On gère au quotidien. Gère, mais on ne peut pas les prévenir et on ne peut pas les arrêter. On peut juste les atténuer. On ne peut pas les arrêter. Non. Elles ont un rôle important? Ces bouffées de chaleur, c'est une réaction chimique. Donc elles sont là, l'hypothalamus il se défend contre ce dérèglement hormonal. Donc il crée, c'est le centre de la température du corps. Donc il essaie d'équilibrer. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez la circulation sanguine qui est juste sous la peau, qui essaye aussi de freiner cette montée de chaleur. Et c'est comme ça qu'on ressent ces bouffées de chaleur. Alors, on va sur les questions, Madame Geloun? On y va. Boire beaucoup d'eau permet-il d'atténuer les bouffées de chaleur? Vous demande Soukaina qui a la soixantaine. On ne les atténue pas, mais on les piège, parce que quand on boit de l'eau fraîche, bon, déjà il faut boire surtout pendant la ménopause, parce que on a... C'est des déperditions quand on transpire. Déperditions, ça nous aide, mais ça n'atténue pas, je répète. Ça aide, mais quand on dit ça n'atténue pas, ça n'arrête pas, mais on les ressent moins ou elles on les sont ressent moins. Quand fortes, vous prenez un verre d'eau fraîche, vous allez le ressentir un peu moins. C'est comme vous allez dans un endroit frais et aéré ou aller dans un endroit chaud. Et quand vous dites prendre un verre d'eau fraîche, au moment où la femme ressent cette montée de bouffée de chaleur, on peut la ressentir, on peut la sentir venir, donc un petit peu d'eau fraîche ou carrément se rincer le visage ou aller dans un endroit avec un petit courant d'air. D'ailleurs, vous voyez souvent les femmes avec un éventail, elles essayent d'atténuer. Mais il faut boire, attention, il faut boire. C'est stigmatisant quand même, parce que, pour revenir au milieu professionnel, comme disait Mouna, une femme qui a, parce que les bouffées de chaleur, la femme les ressent, mais il y a aussi des symptômes physiques, elle devient plus rouge, elle transpire, il y a de la sueur. Est-ce qu'on se dit que c'est une femme qui est un petit peu, qui peut être moins efficace professionnellement parce qu'elle tend à vieillir, on va dire les choses sans langue de bois? Oui, bon, mais c'est ce qui arrive aussi, c'est ce que la femme ressent, mais heureusement que nos amis sont là pour les aider. Nos amis sont là pour les aider à supporter et à traverser cette période qui ne dure en principe pas longtemps. Mais au niveau professionnel, ce qui arrive quand il y a réellement une gêne, donc elles vont consulter, elles ont un traitement en général. Voilà, un traitement. Ils prennent un traitement qui limite un peu ces bouffées de chaleur. Le traitement doit être prescrit par le médecin traitant. Tout à fait. Donc quand elles consultent leur médecin leur prescrit le traitement qui atténue ces bouffées de chaleur. Le bénéfice-risque en fait, tout à fait. par rapport à tout ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à cet âge-là, c'est important d'être suivi par un médecin parce qu'il y a quand même, quand il y a un surpoids, il y a une hérédité de diabète ou de maladie cardiovasculaire. Donc il y a quand même une prédisposition qui fait que... On avait une autre question, mais on n'a pas le temps de la traiter. Avez-vous des conseils pour les bouffées de chaleur pendant la période du jeûne? Se rafraîchir en prenant des douches. Des douches, absolument. Laisser passer, tout simplement. Laisser passer, s'occuper à faire autre chose. Mais on apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec, comme tout. Et comme on se dit dans notre subconscient que c'est passager, donc on se dit ça va passer. Ça va passer. Merci beaucoup. Merci infiniment, mesdames, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Mouna Srali, Mariam Geloun, Amal Hihi. À très vite sur Médien TV, sur les ondes de Médien. Merci à toutes et à tous. Au revoir.